on va dire dans notre métier que toutes les planètes étaient alignées. Un bon référé, une jument avec un caractère fort mais à l'écoute. Oui, une fracture assez atypique chez le cheval, assez fréquente chez l'homme, ce qui s'appelle une fracture de Monteggia. Et c'est une fracture qui est en fait une combinaison d'une double fracture radius ulna et d'une luxation du coude. Ça s'est passé que la jument a glissé dans la douche sur un terrain un peu glissant. Elle s'est couchée, elle s'est relevée, elle ne posait plus la jambe, elle est retombée. Et donc elle a une boiterie de soutien, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le fait que la jambe ne pouvait plus toucher le sol et en plus avait une très grosse laxité, comme on le voit sur la vidéo où elle est venue chez nous. J'avais il y a 7 ou 8 ans tenté cette chirurgie-là et on n'avait jamais réussi à réduire et à remettre les fragments bout à bout. Il faut savoir que chez le cheval, un animal qui pèse 550 kg, dans son cas peut-être même plus, le fait de pouvoir remettre un coude luxé en place, déjà chez l'homme demande une certaine force et traction. Alors vous imaginez chez le cheval quelque chose d'absolument énorme. Et du coup, on était quand même un peu réservé, mais devant la motivation et l'efficacité du vétérinaire et de la propriétaire, on a choisi de relever le challenge. La fracture a eu lieu l'après-midi ou le soir et elle est arrivée dans la nuit et a pu être opérée dès le lendemain matin. Chose essentielle parce qu'à partir du moment où un coude ou une articulation est luxée, la douleur est d'abord intolérable. La jument se couchait, ne pouvait plus se mouvoir parce qu'on ne peut pas mettre de plâtre sur un coude, contrairement à l'homme. Et la jument avait tellement mal qu'elle était en souffrance grave, ce qui peut influer sur une anesthésie générale, parce que ces chevaux peuvent faire des myosites. Et deuxième problème, c'est que les muscles se contractent et il devient, une fois qu'il y a eu une contraction musculaire, impossible de remettre en place par traction le coude en place, puis évidemment de fixer les fractures avec des plaques. On choisit d'utiliser le poids de la jument comme force négative de traction, c'est-à-dire qu'on a mis la jument sur le dos alors que certains chirurgiens opèrent ces chevaux sur le côté. Ça nous a permis d'attacher la jument à la table et de tirer pendant une bonne heure et demie avec un palan la jambe vers le haut et millimètre par millimètre, progressivement, d'arriver à remettre les articulations dans l'axe de traction. On a été donc très patient, puis on a donc ouvert et à l'air de divers bras de levier et d'instruments qu'on appelle les Hohmann, de remettre en place, pareil, millimètre par millimètre, l'articulation dans son axe. Ensuite, quand on a fait ça et qu'on a pu apprécier ce qu'on appelle la réduction, c'est le fait que les fragments sont bout à bout, on les a fixés avec des plaques et des vis, donc 2 plaques et de multiples vis. Par rapport à l'homme, où vous vous faites opérer d'un genou ou d'un coude, on vous plâtre, et puis c'est une jambe ou un fémur, ce qui est au plus haut, on vous laisse sur un lit avec la jambe en l'air, et vous ne posez que quand les implants peuvent être assez solides pour supporter votre poids, ou le degré, on va dire, de cicatrisation suffisamment fort et solide pour pouvoir supporter une marche. Le cheval, dans la minute où l'intervention est finie, il doit se relever et porter de manière complète le poids sur son membre opéré. Ça, c'est un challenge très important puisque au cours de possibles maladresses de réveil, le membre peut se poser de manière décalée et du coup les implants peuvent complètement casser. Il faut savoir que la chirurgie a duré, ne serait-ce que la réduction a duré donc 2 heures, avec vous rajoutez 45 minutes de préparation, on est déjà à 3 heures, on n'a pas commencé. Et après la mise en place des 2 plaques, on était, si je me rappelle bien, à 6h30 plus. Donc une anesthésie longue, on est à 7h, 8h. Il faut savoir que maintenant, par l'amélioration des techniques, on peut anesthésier un cheval très longtemps, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Néanmoins, le réveil est très dangereux et donc on a réveillé cette jument en hamac. C'est-à-dire qu'on l'a aidé à se lever. Il y a diverses techniques, piscine, etc. Le défaut des techniques en piscine, par exemple, c'est que la plaie ne peut pas être bien protégée par un pansement, on a un risque de contamination. Néanmoins, après un grand défi, la jument a pu se poser progressivement sur ses 4 jambes et elle a été de nouveau transportée dans son box et repositionnée dans un autre hamac, plus adapté à une station longue, contrairement au hamac qu'on a utilisé au réveil, qui était un hamac qui est fabriqué pour les héliportages et pour transporter les chevaux, mais moins adapté au long terme. Donc voilà, elle a été transportée, réveillée et mise en box dans un hamac. Le hamac, c'est simplement pour éviter que le cheval ne se couche et doive se relever, et donc de restresser les implants. Ça, c'est le premier rôle du hamac, donc il arrive à dormir debout. Attention, le hamac,
le cheval n'est pas suspendu dedans, hein, il est juste en position, ce qui permet juste d'avoir la hauteur qu'on règle avec des systèmes de poulies pour que le cheval puisse juste dormir debout et se relâcher, ne pas trop mettre de poids sur ses autres pieds. Mais dans son cas, dans le cas de Masaya, le hamac avait essentiellement un rôle de protéger aussi les implants, puisque si un cheval avec une plaie au niveau du coude se couche, il risque de la contaminer par la paille. Et donc c'était aussi un moyen d'isoler le montage et les deux grosses plaies, hein, puisqu'il y avait deux très longues plaies de presque 40-50 cm à l'extérieur et à la face arrière du membre, de les protéger de la contamination possible par la paille. Alors en fait, cette jument, elle était tellement forte, courageuse, c'est qu'on a un peu fait ce qu'elle nous demandait de faire. Ce qui a été assez rigolo, c'est que dans le hamac, au bout d'un moment, elle nous a dit donc j'ai plus besoin de hamac, elle s'est levée toute seule. Puis quand elle a mis dans le hamac à longue durée, au bout de 2 semaines, si je me rappelle bien, elle a dit donc j'ai plus besoin de hamac, elle devenait, on va dire, caractérielle et limite brutale dans son hamac, on a enlevé le hamac. Puis après, on lui a mis une petite attelle sur la jambe pour l'aider à faire la protraction, c'est l'avancée du membre. Puis au bout d'un moment, elle a voulu enlever son attelle. Et puis toutes les étapes ont été franchies, on va dire, à la demande de cette jument plutôt volontaire. C'est clair que la volonté et le caractère d'un cheval jouent un énorme rôle. Alors attention, il faut que ce caractère soit en faveur de l'intervention et que le cheval ne lutte pas contre nous, mais qu'il soit capable de comprendre que notre acte est pour son bien, et qu'il puisse simplement utiliser sa volonté et sa force de caractère pour se battre contre la maladie et pas contre la fatalité. Et ce qui était la phase importante aussi, c'est l'interrogation du propriétaire et d'essayer de cerner dans dans sa description si le cheval matche bien avec un tel défi. Alors on peut dire aujourd'hui et annoncer de bonnes nouvelles puisque la jument est rentrée chez elle et il y a une continuité en tout cas dans la prise en charge par la vétérinaire sur place. Donc oui, la vétérinaire, donc, il avait référé le docteur Pouget de Vaud, qui est donc situé dans la frontière belge, dans le nord de la France, l'a repris en charge. La jument, grâce aux bons soins également de sa propriétaire, continue sa réhabilitation. Elle est capable de marcher de manière extrêmement satisfaisante sans boiterie. Son membre s'avance de plus en plus et on pense qu'en quelques semaines, voire mois, elle va arriver à retrouver une locomotion complètement normale et on croise les doigts, on espère retrouver une activité sportive. Je tenais vraiment à remercier le travail en amont de ces vétérinaires-là en pleine nuit qui arrivent à se renseigner, à se dévouer pour ces chevaux-là et à les référer dans de bonnes conditions. Ils ont une part non négligeable, voire primordiale dans le succès de ce genre de défi. Pour rappel, quel aurait été le choix de traitement il y a quelques années avec ce type de fracture? Bon encore maintenant, on va dire dans notre métier que toutes les planètes étaient alignées. Un bon référé, une jument avec un caractère fort mais à l'écoute, des vétérinaires qui ont percuté, un investissement financier quand même, il ne faut pas quand même le rappeler, en absence d'assurance parfois malheureusement encore très conséquent. Et puis une absence d'infection, une absence de complications aussi, qui peuvent toujours arriver, ont fait que tout étant aligné, on a réussi à ce succès. Et je pense une bonne coordination des chirurgiens en termes de levage, de traction, de rotation. Et parfois, ça se passe bien. Il y a quelques années, j'avais eu le cas, il y a une dizaine d'années, une jument similaire, référée beaucoup plus tard, à 3 jours. Pour être honnête, j'avais essayé de tracter pendant 3 ou 4 heures et épuisé, on avait arrêté. Et on avait fait des poneys et un poulain et on avait réussi. Mais actuellement, à ma connaissance, encore, c'est le seul cas, si je ne me trompe pas, dans le monde qui a pu avoir cette intervention. Et on espère que ça ne sera pas le dernier. La mise en place de ces techniques, c'est pas courant. C'est bien en faire profiter tous les confrères à l'autre bout du monde. Comment vous pratiquez ça? Tu as tout à fait raison. Donc, à Grosbois, on publie énormément. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de rassembler plusieurs cas, d'être très objectif et d'avoir des résultats sur le long terme. Et puis de décrire notre technique. Et c'est un partage scientifique dans des revues essentiellement américaines et des congrès où on va exposer notre expérience. Alors parfois sur des cas comme Masaya, c'est des cas qui sont tellement rares et tellement techniquement difficiles qu'on n'attend pas en général d'avoir plusieurs cas, mais on peut faire ce qu'on appelle un cas clinique, c'est-à-dire décrire la chirurgie et nos astuces
de telle manière qu'elle puisse profiter au plus grand nombre de chirurgiens possible. Et rien n'est plus beau pour nous de savoir que d'autres chevaux sont sauvés par des innovations dans le monde, et même si on n'est pas directement, si ce n'est pas directement nos chevaux à nous dans notre clinique, le fait de savoir qu'on participe au développement de nos métiers est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Altano, one group, one vision.